Bonjour à vous qui aimez les psys et qui ne le saviez pas. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo avec Patricia Vallée. Nous avons fait déjà 3 vidéos sur la présentation de la psychanalyse. L'objectif était de pouvoir sensibiliser aussi des personnes à la psychanalyse. Donc une première vidéo était comment peut-on parler simplement de la psychanalyse. La deuxième vidéo était enfance, interdit et éducation, donc dans l'onglet enfance. Et la troisième vidéo était souffrance au travail et idéal professionnel. Aujourd'hui, donc, une vidéo sur le couple, donc, qui sera donc dans l'onglet couple de la chaîne Psycho pour tous. Alors, Patricia Vallée, donc bonjour. De quoi est-ce que tu souhaitais parler aujourd'hui au niveau du couple? Alors, je vais essayer de proposer un peu une lecture à la fois simple et rapidement sur la complexité de ce que c'est qu'un couple, dans son vécu et dans ce qu'il peut rencontrer comme difficulté, qu'est-ce qu'on peut accompagner aussi, nous, pour essayer de faire vivre les couples, plutôt dans la création que dans la répétition. Ce serait un peu mon objectif. Donc, un couple, on imagine souvent que c'est le lien entre deux personnes, mais je dirais que déjà, un couple, c'est presque 1 plus 1 égale 3, parce que le couple trimballe, j'allais dire, un tas de monde derrière lui, à la fois chacun a sa famille, ça fait beaucoup de monde, et finalement, tout ce monde-là, il habite avec nous, hein, il habite avec le couple. C'est-à-dire que la personne qu'on rencontre et avec qui on a envie de faire couple, on croit la rencontrer, on croit que c'est un hasard heureux, que c'est tiens, mais c'est incroyable, comment c'est possible, j'ai rencontré cette personne, j'y suis pour rien et elle me tombe dessus. Or en fait, ce sont des retrouvailles, ce n'est pas une trouvaille, c'est une retrouvaille. C'est-à-dire qu'on va chercher dans ce partenaire quelqu'un qui nous rappelle un lien archaïque, en général un lien parental ou avec des figures d'attachement très précoces, et ce sont un ou plusieurs traits significatifs qui vont nous parler, qui vont forger quelque chose de cette rencontre qui est absolument merveilleuse. Donc le premier temps du couple en général, c'est ce temps de la rencontre absolument exceptionnel, hein. On vit ce temps en général comme un temps merveilleux, qu'on vit rarement quand même dans sa vie, et qui est une chance qui nous tombe dessus, où on se sent pousser des ailes, où tout est possible, où il n'y a plus de limites, où il y a un moi grandiose qui nous donne 1000 possibilités de tout faire, d'être intelligent, tranquille, calme, où tout paraît merveilleux avec l'autre. Alors bon, soit dans une forme de fusion un peu, on ne voit plus que l'autre et le reste du monde ne nous intéresse plus, soit au contraire même, ça peut être une ouverture au monde entier, où tout est possible, où on est dans la création, où on déborde d'énergie et de possibilités d'épanouissement, etc. Donc ce premier temps est mythique, hein, et en fait, voilà, ce que nous apprend la psychanalyse, c'est que ce temps mythique, finalement, c'est un temps qui paraît merveilleux, mais qui est une illusion, comme beaucoup de périodes de notre vie. Voilà, il va falloir entrer dans une deuxième phase après ce temps-là, qui sera le temps de la désillusion. Et on va retrouver l'enseignement majeur, en tout cas que j'ai retenu de la psychanalyse, c'est quand même toujours apprendre à perdre. Je crois que c'est ça que nous apprend surtout la psychanalyse. Et là, il va falloir accepter la désillusion, accepter cette forme de déceptivité à l'endroit de ce mythe du couple idéal, hein, l'unité perdue, l'unité originaire. Ben, il va falloir revenir encore une fois dessus. Et c'est vrai que c'est le temps du désenchantement qui n'est pas agréable, qui est un temps de crise en général, où bon, ça peut prendre différentes formes, bien sûr, mais en général, c'est une étape douloureuse, conflictuelle, et en même temps, je pense que voilà, le conflit, c'est important dans le couple, et ça peut être vu positivement, même si il y a des couples qui vivent ça comme la fin des haricots, et comme quelque chose qui est à éviter. Donc là, en fait, quand cette étape arrive, il y a 3 mauvaises solutions, je dirais, qui sont fréquemment usitées, malheureusement. Soit, finalement, c'est une forme de fuite. Je ne peux pas voir ça, je ne peux pas supporter que mon couple mythique défaille. Et alors, soit, ben, on va
construire de nouveaux projets, mais qui sont absolument des projets illusoires et qui vont renforcer un peu l'illusion. On va se mettre à construire une maison et puis on va se battre pour des broutilles, etc. On va y passer 15 ans, mais au moins on a l'impression d'avoir fait quelque chose. Soit on va faire un troisième enfant, et ça c'est pas du tout non plus une solution. Soit on va s'enfuir dans le travail. Enfin, il y a différentes façons de s'enfuir. La deuxième mauvaise solution, c'est finalement faire comme si, hein, continuer dans un modèle où extérieurement le couple a l'air très agréable et très merveilleux, mais au fond on est dans le faux self, c'est-à-dire on est dans une pauvre personnalité, hein, et où chacun abandonne un peu son travail de création, si je peux dire ça comme ça, où c'est l'ennui généralisé et la platitude d'un couple qui peut-être fait de bonnes mesures, mais qui ne vit pas affectivement, et où le désir a perdu sa place. Soit il y a une troisième mauvaise solution, c'est le conflit qui devient permanent pour des broutilles ou pour des choses essentielles. Enfin, ça peut durer effectivement 15 ans de conflit, voire de violence, hein, et tout le problème des violences conjugales, bien sûr, en découle. Avec cette idée que finalement, l'attachement, c'est pas l'amour, quoi, hein. On peut être très attaché pendant très longtemps, et la pulsion de mort aussi incite effectivement à cette répétition, toujours à l'identique, sur un modèle complètement destructeur et qui peut finir, bien sûr, par le passage à l'acte. Donc voilà, c'est quand même pas ce que je vous souhaite. Donc à partir de là, qu'est-ce qu'on peut proposer pour essayer d'aller vers des voies plus créatives? Je dirais qu'on pourrait revisiter le dicton quand on aime, on compte pas. C'est ça. C'est un travail qu'a fait Alain Bouillet sur l'économie libidinale du couple, que j'aime beaucoup à partir de ce titre, quand on aime, on ne compte pas, pour dire que si, sans doute, l'économie libidinale est une économie intéressante et qu'on aurait intérêt à compter sur l'autre, on fait ça souvent, mais à compter surtout avec lui, dans une économie généralisée, c'est-à-dire que ce qui est intéressant dans le couple, c'est que tout s'échange contre tout. Et on n'arrête pas de compter, en fait. On compte sur la personne pour nous comprendre, pour nous reconnaître, pour nous aider à avancer. Et l'important, c'est que chacun puisse compter sur l'autre mutuellement. Oui, mais voilà. Justement, est-ce que des fois, on ne compte pas un peu trop sur l'autre? Si, c'est ça. Et puis, en général, on compte sur l'autre dans le sens où on pense qu'il nous doit des choses. Voilà. Et on compte plus dans ce sens-là que de ce qu'on lui doit nous-mêmes. Et je pense que justement, la réflexion commune, le travail principal d'un couple, c'est de pouvoir faire les comptes ensemble de ce qu'on doit à l'autre, de faire un peu l'évaluation des dettes, en sachant que les dettes, en plus, avec le temps, elles s'aggravent. C'est là où l'économie est intéressante aussi, et que ça veut dire qu'on a intérêt à faire les comptes souvent, au lieu de rester dans le non-dit et d'essayer d'envoyer toutes nos dettes derrière l'épaule pour ne pas les voir, parce que c'est là que ça s'aggrave et que les intérêts, ça coûte cher, on sait bien. Donc je pense que le premier travail qu'on peut faire dans le couple, c'est effectivement l'état de ce qu'on imagine que l'autre nous doit, hein, de faire l'état finalement de nos besoins aussi, hein, et de ce qu'on demande à l'autre inconsciemment, mais qu'on peut aussi conscientiser pour une part, je crois. Et ça, c'est intéressant, parce que le travail, c'est pas forcément le tripalium, mais ça peut être un plaisir partagé aussi de découvrir nos différences. Et pour moi, l'amour, c'est ça, c'est la reconnaissance de l'altérité, c'est la grande différence avec l'attachement ou avec le désir, qui, lui, est beaucoup plus fixé sur un objet toujours identique, hein, alors que l'amour, ça ouvre une pluralité de création, de recréation. Et pour moi, le couple qui dure, j'espère qu'en tout cas, il peut aller du côté comme ça d'une réinvention du quotidien, des investissements partagés, et dans cette pensée ensemble de qu'est-ce qui peut nous réunir, et en même temps faire différence constructive pour nous emmener
vers des voies de découverte commune. Voilà. Alors c'est vrai que dans une vidéo où je parlais justement des dettes relationnelles, la balance entre l'équilibre entre le donner et le recevoir, que vous pouvez éventuellement consulter, je mettrai un petit lien en haut là, pour montrer justement qu'effectivement à partir du moment où dans les relations, pas que dans un couple d'ailleurs, hein, il y a un déséquilibre entre ce que l'on donne et ce que l'on reçoit, ben à un moment donné ça va plus bien, quoi. Voilà. Oui, tout à fait. Donc ce qu'on peut faire, c'est ça, c'est l'état des besoins de chacun et des désirs surtout aussi, parce qu'on ne vit pas que dans le besoin, et le désir, c'est une part essentielle dans le couple qui peut être cultivé hein, comme un jardin. Et puis, oui, donc ce que tu disais, pardon, c'est effectivement peut-être identifier 5 besoins que chacun a et sur lesquels bon, ben, il serait intéressant de réfléchir, qu'on en tienne compte. Tout à fait. Et puis de concevoir aussi que nos besoins ils sont souvent appuyés sur les modèles familiaux, donc pouvoir revisiter aussi les valeurs essentielles de notre propre famille d'origine, parce que souvent on répète sans s'en rendre compte, enfin même toujours, et que voilà, on peut quand même conscientiser une part de ces processus de répétition. Donc ça c'est un travail intéressant aussi, essayer de faire une sorte de cartographie des valeurs familiales et de ce qu'on a réussi à différencier hein, dans nos propres choix, dans nos valeurs, par rapport à ce modèle-là. Ouais, justement, tu parlais voilà, du mythe fondateur peut-être du couple. Mais moi j'aimerais aussi, est-ce que tu pourrais, parce qu'il y a le couple conjugal et puis il y a le couple parental. Ah oui. Est-ce que justement, dans la description que tu fais, on peut être bien dans un espace, pas bien dans un autre, selon toi? Pas au même, donc à un moment donné, on est dans l'idéalisation ou bien la déceptivité. Est-ce que on peut être dans un espace et dans un autre, selon le type de couple dont on parle en fait? Complètement. Alors c'est vrai que c'est important de faire la différence entre le couple conjugal et le couple parental, enfin en tout cas dans notre travail d'accompagnement, c'est vrai qu'on essaye justement d'aider les couples à différencier ces deux parts-là, parce que le couple conjugal peut vivre une vie très dynamique, j'allais dire, et aller, venir et même changer, quand le couple parental, il vaut mieux qu'il demeure dans une forme de durée. Hein. C'est sûr que là, il y a tout un travail d'accompagnement à faire pour essayer de distinguer un peu ces deux par-là pour que les enfants ne soient pas utilisés justement dans des systèmes très destructeurs. Alors, ça dépend. Parfois, c'est vrai que l'arrivée de l'enfant, ça fait souvent une crise. Hein, et on sait que les séparations arrivent, je ne sais plus exactement le pourcentage, mais c'est de l'ordre de 80% des séparations qui arrivent à l'arrivée du premier enfant. Donc, le couple parental, lorsqu'il arrive, c'est une révolution, j'allais dire, et c'est une autre histoire. Hein, et je pense qu'effectivement, c'est intéressant de concevoir qu'il y a plusieurs formes d'amour, et que l'amour conjugal, c'est pas la même chose que l'amour parental, et que ça peut se conjuguer, mais que là encore, je pense que ça demande tout un travail pour reconfigurer un peu les liens d'origine, les liens familiaux, et puis revisiter un peu les modes éducatifs qu'on a connus, pour pas être dans la pure répétition, parce que quand même là, l'inconscient joue contre nous, j'allais dire, même s'il joue aussi avec nous, mais ça demande un travail de déconstruction finalement, et qui n'est jamais terminé. Pour percevoir aussi peut-être ce qui nous appartient pleinement et ce qui appartient à nos ancêtres ou à nos parents, enfin en tout cas, ce qu'on porte. C'est ça, voilà, avec une dimension intergénérationnelle qui peut être intéressante à valoriser. Hein. Il y a des valeurs de nos familles dont on est fier et qu'on a envie de faire perdurer, et puis toute cette dimension transgénérationnelle qui sont plutôt des pactes des négatifs, comme on dit en psychanalyse, c'est-à-dire des non-dits, des secrets de famille qui là vont polluer et parasiter même des générations et des générations ultérieurement. Donc là, c'est vrai qu'il y a un travail de déblayage à faire, mais quand on en est là, je pense que c'est un travail thérapeutique qu'il faut envisager de longue durée, hein, parce que là, c'est vrai qu'il y a des traumas qui demandent à être levés, et ça ne se fait pas par la simple réflexion du couple. Ok, eh bien merci beaucoup Patricia d'avoir partagé ce moment-là. Nous ferons encore des vidéos pour présenter un petit peu la psychanalyse. Une vidéo sur la famille, je crois nous avons prévu. Volontiers. Hein? Volontiers.
Voilà, donc à bientôt pour une nouvelle vidéo de Psycho pour tous. À bientôt, au revoir. Merci.